Pourquoi Bill et Melinda Gates, qui ne sont pas des Africains, qui ne vivent pas en Afrique, à qui les Africains n'ont pas demandé de les empêcher de faire des enfants, se soucient-ils de tout faire pour que les Africains ne se reproduisent pas librement? La raison est toute simple. Et il faut que tout le monde l'entende. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Comme l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre, et que Bill et Melinda Gates n'ont pour objectif sur cette Terre que d'accumuler des richesses, il faut réduire la population africaine pour que les richesses de l'Afrique ne profitent pas d'abord et essentiellement aux Africains, mais qu'elles profitent justement aux puissances étrangères qui convoitent les richesses de l'Afrique. Voilà l'explication. Ce n'est pas par amour des Africains que la fondation Bill et Melinda Gates voudrait réduire la population africaine. Non, c'est pour pouvoir exploiter l'Afrique. Deuxième remarque sur ce projet. Mais ce projet n'est pas nouveau. L'une des affaires les plus scandaleuses de l'histoire africaine, c'est le laboratoire qui avait été créé sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et qui était dirigé par le docteur Wouter Basson. Ce laboratoire qui collaborait avec les laboratoires de tous les pays européens et notamment les laboratoires américains, nord-américains, ce laboratoire avait pour objectif de contrer la croissance démographique de la population noire en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique australe pour pouvoir assurer la suprématie de la domination raciale blanche en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique australe. C'était cela l'objectif avoué du laboratoire de la mort, du docteur Wouter Basson en Afrique du Sud. Si vous allez sur Google et vous tapez laboratoire du docteur Wouter Basson, Wouter s'écrit W-O-U-T-E-R, Basson s'écrit B-A-2-S-O-N. Vous allez découvrir l'un des plus grands scandales de guerre biologique menés contre le peuple africain qu'on ait conçu dans l'histoire. Et ce laboratoire a travaillé pendant plus de 40 ans et a administré ces stratégies contraceptives, ces stratégies de stérilisation contre des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'Africains, pas seulement en Afrique du Sud, mais sur toute la ligne de front. C'est-à-dire sur les populations zambiennes, sur les populations mozambicaines, sur les populations namibiennes, sur les populations angolaises. Ils ont testé tout cela. Enfin, troisième remarque, pour éclairer les Africains, il faut se souvenir de la déclaration de M. Forster, qui a été à un moment donné Premier ministre d'Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, dans les années 70-80. Forster a affirmé ceci. L'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Je recommence la citation de Forster. Ce n'est pas Nyamsiwa Cameroun qui l'a dit. C'est le ministre sud-africain Forster, élite du régime criminel de l'apartheid, qui a affirmé publiquement. Ce qui a d'ailleurs inspiré le titre d'un ouvrage d'Antoine Glaser, qui s'intitule « L'Afrique sans les Africains ». Forster a dit, au nom du gouvernement sud-africain de l'époque, l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Donc, le projet d'une Afrique sans les Africains ne date pas d'aujourd'hui. Les déportations négrières avaient pour but de vider le continent africain des Africains. C'est cela la traite des Noirs. Les exterminations coloniales, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations coloniales, les génocides coloniaux avaient pour but de débarrasser l'Afrique des Africains. Une bonne partie des politiques de santé qui sont présentées comme des actes de générosité et de solidarité humanitaire envers l'Afrique ont pour but le contrôle de la fécondité des Africains, la réduction de la population africaine et par conséquent sa négation. Écrivez ça. J'ai écrit à la fin de l'année 2022 un livre intitulé « L'Afrique face aux armes de guerre biologique occidentale ».
Ce livre est disponible et achetable sur la plateforme Amazon. L'Afrique face aux armes de guerre biologique occidentales. Dans ce livre, j'ai rassemblé les preuves scientifiques de la guerre biologique menée contre l'Afrique. Ces preuves sont incontestables, d'autant plus que elles sont tirées des recherches des laboratoires occidentaux eux-mêmes, portant sur la guerre biologique. Donc, Madame la présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, présidente de la République de Namibie, en envoyant paître Bill Gates, sonne le signal d'alarme. Elle montre le chemin à tous les chefs d'État africains. Il ne faut pas succomber au charme de l'argent de Bill Gates. Il faut chasser la fondation Bill Gates de tous les programmes de santé en Afrique. Dès lors qu'on sait que l'une des ambitions de cette fondation, c'est de réduire la population africaine. C'est ce signal, c'est cette sonnette d'alarme qui est tirée par la Namibie. Mettez fin à l'émission de ce milliardaire dont le dieu est l'argent dans les affaires de santé publique en Afrique. Que les présidents d'Afrique australe, les présidents d'Afrique centrale, les présidents d'Afrique de l'Ouest, les présidents du Sahel extirpent Monsieur Bill et la fondation Bill et Melinda Gates des affaires de santé des Africains. Vous savez, nous savons, le monde entier sait que leur ambition est de porter atteinte à la démographie africaine. Or, l'Afrique est un continent sous-peuplé. C'est le plus grand continent de l'humanité, c'est le continent le plus riche de l'humanité et c'est le continent le plus sous-peuplé de l'humanité, l'Afrique. Un pays comme la Namibie, il a une population de seulement 3 millions d'habitants. Et Bill et Melinda Gates veulent déjà sabrer dans les 3 millions d'habitants namibiens. Les empêcher ne serait-ce que... Et pour quel territoire? Je prends ici l'information scientifique sur la Namibie. Je vais vous prendre la Namibie et on va voir la taille du territoire. Quelle est la taille du territoire namibien? Je prends ici un article rapide. Voilà. Je prends un article rapide de Namibie. Vous savez quelle est la superficie totale de la Namibie? C'est presque 1 million de kilomètres carrés. 825 418 kilomètres carrés. 825 418 kilomètres carrés. Mais la population totale est de 3 022 000 habitants. Sur presque 1 million de kilomètres carrés de la Namibie, il y a 3 022 400 habitants. Et vous savez combien d'habitants il y a par kilomètre carré en Namibie? Par kilomètre carré en Namibie. Vous savez combien d'habitants il y a? 3 habitants. Il y a 3 personnes par kilomètre carré en Namibie. 3 habitants, 3 au kilomètre carré. Vous voyez comment ces Occidentaux sont méchants? Est-ce que vous voyez à quel point ce Bill Gates là est dangereux avec sa fondation? Un pays où il y a 3 habitants, 3 au kilomètre carré. Vous voulez y mener une politique de réduction de la natalité. Astaghfirullah. Vous imaginez le programme de Bill Gates dans un pays comme le Gabon? Un pays comme le Gabon qui depuis 1960 tourne autour d'1 million d'habitants. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà l'argent de Bill Gates là-bas au Gabon pour essayer de gérer et de ralentir la fertilité des Gabonaises? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de criminalité de ces milliardaires, corrupteurs et corrompus? Voilà les chiffres. Écrivez les chiffres sous la vidéo. Écrivez les chiffres. La Namibie a 825 418 km², avec des richesses minières énormes. C'est un scandale minier, la Namibie. Que ce soit de l'or, de l'uranium, du manganèse, du coltan, du cobalt, du fer, de l'aluminium, c'est versé en Namibie. La Namibie a... Écrivez sous la vidéo, s'il vous plaît. Parce que les ennemis sont là pour dire que nous sommes en train de prêcher la haine, alors que nous sommes en train de prêcher la vérité. Écrivez en commentaire pour que l'ennemi ne soit pas capable de nous faire censurer. La Namibie a une superficie de 825 418 km².
Namibie, superficie 825 418 km². Densité de la population au kilomètre carré, 3 habitants par kilomètre carré. S'il vous plaît, écrivez 3 habitants par kilomètre carré. 3. Il y a 3 habitants par kilomètre carré. Vous tracez un carré dont chacun des côtés est d'1 kilomètre. Vous trouvez 3 personnes maximum dans le pays. Mais c'est dans ce pays que la fondation Bill et Melinda Gates veut empêcher les femmes d'être fécondes pendant 8 ans. Or, on sait que la période de fécondité des femmes, elle est limitée. Elle va de la puberté à la ménopause. Les femmes ne sont pas fécondes jusqu'à 80 ans. À partir de la quarantaine, cinquantaine, la fécondité naturelle des femmes baisse. Dans un pays de 3 millions d'habitants, avec seulement 3 habitants par kilomètre carré, Bill et Melinda Gates veulent réduire la taille de la population. Pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés par le sous-sol namibien. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de Namibiens qui vont revendiquer des droits sur ce sous-sol. Il faut que les Namibiens disparaissent pour qu'on puisse mettre le grappin sur leurs richesses. Et quand nous venons ici dénoncer cette stratégie d'extinction de l'Afrique par des politiques de contrôle de la natalité qui ne sont rien d'autre que des politiques eugénistes, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une stratégie de contrôle de la population ayant pour but de la réduire pour que le nombre de la population ne menace jamais en quelque sorte le nombre des richesses. Mais dans le cas de la Namibie, il y a plus de richesses que de population. Il y a infiniment plus de richesses que de population. Donc l'eugénisme, dans ce cas-là, il est carrément criminel. Il veut réduire la population alors que la population est déjà inférieure à ce qui est nécessaire pour que le pays fonctionne même de manière optimale. Vous voyez ça? Je voulais attirer l'attention de toutes les Africaines et tous les Africains ce matin sur cette affaire. Dans tous nos pays, en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, en Afrique centrale, en Afrique australe, cette fameuse fondation Bill et Melinda Gates est présente avec des programmes. Il faut partir du principe du soupçon et considérer que dès lors que cette fondation a l'ambition de réduire la population africaine, elle doit être démantelée et chassée de partout en Afrique. Je dis bien démanteler et chasser. Qu'ils aillent réduire la population dans leur pays. Qu'ils aillent réduire leur propre population. Et la présidente namibienne a été claire en disant, mais écoutez, nous on n'est que 3 millions, vous êtes presque 350 millions d'Américains. Au lieu de vous occuper de vous, c'est nous que vous voulez réduire. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Quelqu'un arrive avec 2 assiettes pleines de nourriture. Toi, tu as un petit gobelet de nourriture et il veut arracher ça. Donc, vraiment, je ne sais pas quel type de signal d'alarme, quel type d'alerte il faudrait qu'on adresse aux dirigeants africains pour qu'ils démantèlent et qu'ils chassent Bill Gates des affaires africaines. Quand on écoute les propos du professeur Franklin Nyamsi, on sent une tension, une urgence dans ses mots. Il parle avec passion, avec cette énergie qui cherche à réveiller les consciences africaines. Ces accusations sont lourdes, profondes, et elles touchent un sujet sensible, la souveraineté du continent africain face à des influences extérieures puissantes. Il évoque Bill et Melinda Gates, 2 figures mondiales de la philanthropie, et les accuse d'avoir un plan dangereux pour l'Afrique. Ces paroles frappent fort. Mais face à un tel discours, il est important de garder la tête froide, d'analyser calmement, de comprendre ce qui relève du fait, de l'interprétation et de la peur. Le professeur commence par poser une question directe. Pourquoi des personnes qui ne vivent pas en Afrique, qui ne sont pas africaines, se préoccupent-elles du taux de natalité sur le continent? Cette interrogation est légitime. Elle reflète une inquiétude réelle que beaucoup partagent. L'histoire du continent a montré à maintes reprises que des interventions extérieures ont souvent caché des intérêts économiques ou politiques. Cette méfiance historique n'est donc pas infondée. Cependant, une question légitime ne prouve pas automatiquement une intention cachée. Il faut aller plus loin dans la réflexion. Il est vrai que la fondation Bill et Melinda Gates investit des milliards de dollars dans des programmes de santé, de vaccination, de recherche et d'éducation à travers le monde, y compris en Afrique. Mais ces programmes, selon leurs responsables, visent à améliorer les conditions sanitaires et à réduire la mortalité infantile. Certains voient dans ces actions un engagement humanitaire,
d'autres y lisent un moyen de contrôle démographique. Ces deux visions existent, et elles méritent toutes deux d'être examinées. La vérité, souvent, se situe dans la nuance et la transparence. Franklin Nyamsi va plus loin. Il relie la question de la natalité à celle des richesses africaines. Selon lui, réduire la population africaine servirait à rendre plus facile l'exploitation des ressources naturelles par des puissances étrangères. Cette affirmation est forte. Elle réveille des souvenirs douloureux, la colonisation, les pillages, les accords économiques inégaux, la dépendance financière. Oui, l'Afrique a souvent été dépossédée de ses richesses, parfois même au nom du progrès. Mais pour affirmer qu'il existe aujourd'hui un plan structuré de réduction de population à grande échelle, il faut des preuves solides, des documents, des faits vérifiables. Sans cela, on risque de transformer une inquiétude légitime en théorie du complot. La puissance du discours du professeur réside dans son émotion. Il relie des faits historiques, comme le tristement célèbre laboratoire de l'apartheid en Afrique du Sud dirigé par le Dr Wouté Basson, à des programmes de santé modernes. Ce parallèle est saisissant, mais il doit être manié avec prudence. Oui, Project Coast, ce laboratoire secret, a réellement existé. Oui, il a mené des recherches terribles et contraires à toute éthique. Mais faire de ce passé une preuve que toutes les initiatives sanitaires étrangères actuelles poursuivent le même but, c'est franchir une ligne risquée. L'histoire doit nous enseigner, pas nous enfermer dans la peur. L'important, ici, n'est pas de rejeter en bloc tout ce qui vient de l'extérieur. L'enjeu est de réclamer la transparence. C'est le mot-clé. Les peuples africains ont le droit de savoir qui finance quoi, dans quel but, avec quelles conditions, et avec quel contrôle. Si un programme touche à la santé reproductive, il doit être discuté publiquement, avec les gouvernements, les médecins africains, les chercheurs locaux et la société civile. C'est ainsi que la souveraineté se construit, non pas par la méfiance aveugle, mais par la connaissance et le contrôle des décisions. Quand Nyamsi parle de la Namibie et de la présidente qui aurait refusé un projet de la Fondation Gates, il s'appuie sur une information qui a circulé largement sur les réseaux. Mais jusqu'à présent, aucune preuve officielle, aucun communiqué direct de la présidence n'a confirmé cette version. Beaucoup d'internautes ont partagé des informations erronées, parfois sans vérifier les sources. Ce type de confusion peut nuire à la crédibilité des luttes justes. La vigilance, c'est aussi ça, ne pas reproduire sans preuve ce que d'autres affirment. Dans l'ère numérique, les fausses informations se répandent très vite, surtout quand elles touchent à l'émotion et à la colère. Mais attention, dire cela ne signifie pas qu'il faut cesser de questionner. Au contraire, la vraie résistance intellectuelle, c'est la vérification. Quand un citoyen africain entend une accusation grave, il doit se poser 3 questions simples. D'où vient cette information? Qui la diffuse? Est-elle confirmée par plusieurs sources fiables? Si la réponse est non, alors on garde l'esprit ouvert, mais prudent. La force du peuple, c'est la lucidité. L'idée d'un contrôle de la population africaine par des moyens sanitaires n'est pas nouvelle. Elle a souvent été évoquée dans l'histoire, parfois à tort, parfois à raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la démographie est un sujet complexe. Les pays africains connaissent des situations très différentes. Certains ont une forte croissance de population, d'autres une densité très faible. Les programmes de planification familiale, lorsqu'ils sont bien encadrés, peuvent répondre à un besoin réel de santé publique et d'autonomie pour les femmes. Ce n'est pas toujours un outil de domination. Ce qui compte, c'est le consentement, la transparence et la souveraineté des politiques locales. Il est vrai que le déséquilibre de pouvoir entre les grandes fondations internationales et les États africains pose problème. Quand des milliards sont investis, le risque existe que les priorités africaines soient dictées de l'extérieur. C'est ici que le message du professeur trouve sa pertinence, il appelle à la vigilance. Il rappelle que l'Afrique doit être actrice, non spectatrice, de ses choix. Sur ce point, il a raison. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit par la connaissance, par l'organisation et par l'unité. Là où il faut être prudent, c'est quand l'émotion devient accusation directe. Qualifier une fondation entière de criminelle sans preuve judiciaire, c'est risqué et contraire aux règles du débat public. Cela peut décrédibiliser le message de fond, celui de la souveraineté africaine. La meilleure arme contre la manipulation, ce n'est pas la colère, c'est la vérité documentée. Et la vérité ne craint jamais la vérification. Les internautes, les citoyens, les journalistes, les chercheurs africains ont tous un rôle à jouer. Ils doivent poser des questions, demander des rapports, exiger la publication des contrats, comprendre où va chaque dollar investi sur le continent. Ce travail de transparence doit être collectif. Il ne s'agit pas de diaboliser des individus, mais de rendre les décisions publiques et responsables. Quand l'Afrique parle d'une seule voix et qu'elle exige des preuves, elle devient forte. Alors, à tous ceux qui écoutent ce message,
Partagez la vidéo pour que le débat avance, commentez vos avis, vos sources, vos expériences. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir cette démarche d'analyse critique et citoyenne. Ensemble, nous pouvons exiger la clarté, non la peur. L'information, c'est le premier pas vers la liberté. Quand on regarde le parcours de Bill Gates, on voit d'abord un entrepreneur devenu philanthrope. Fondateur de Microsoft, il a bâti une immense fortune avant de créer une fondation dont le budget dépasse celui de certains États africains. C'est ce pouvoir économique colossal qui alimente à la fois l'admiration et la méfiance. D'un côté, des résultats visibles, des vaccins distribués, des écoles financées, des maladies éradiquées. De l'autre, des interrogations. Pourquoi une seule fondation privée a-t-elle autant d'influence sur les politiques de santé publique à travers le monde? C'est là que le débat prend tout son sens. Ce n'est pas une question de rejet, mais de gouvernance mondiale. Quand les décisions touchant des millions d'Africains dépendent d'institutions étrangères, même animées de bonnes intentions, cela soulève un enjeu fondamental. Où se situe la souveraineté africaine dans tout cela? Qui décide des priorités, des stratégies, des programmes? Le vrai combat n'est pas contre des personnes, mais pour un équilibre juste entre aide internationale et autonomie locale. Franklin Nyamsi, dans sa manière passionnée, traduit une colère populaire que beaucoup ressentent sans toujours savoir l'exprimer. Une colère contre un système mondial perçu comme inégal, où l'Afrique semble toujours être le terrain d'expérimentation des autres. Il ne faut pas ignorer cette colère. Elle vient d'une blessure historique encore ouverte. Mais pour transformer cette colère en force, il faut la canaliser vers des actions concrètes. La recherche indépendante, l'éducation critique, la souveraineté scientifique. Le grand défi du continent, c'est de se doter de ses propres laboratoires, de ses propres chercheurs, de ses propres politiques de santé publique. Tant que les Africains dépendront de programmes conçus ailleurs, ils ne seront pas totalement maîtres de leur avenir. L'autonomie passe par la connaissance. C'est là que les États africains doivent investir massivement. Ce n'est pas seulement une question de science, c'est une question de dignité. Quand on parle de vaccination, de contrôle des naissances ou de santé publique, ces sujets ne doivent jamais être tabous. Ils concernent directement la vie, la famille, le futur. Mais il faut les aborder avec rigueur. Les théories du complot peuvent faire du mal en semant la peur là où il faut du discernement. En revanche, les critiques documentées, les enquêtes sérieuses, les débats ouverts font avancer les choses. L'Afrique a besoin d'esprit libre, pas de division. Un autre point essentiel, souvent oublié, c'est la communication. Beaucoup d'organisations internationales manquent de transparence dans la manière dont elles informent les populations locales. Les messages passent par des intermédiaires, des ONG, des programmes médiatiques, mais rarement par une vraie discussion avec les citoyens. Cette distance alimente la méfiance. Pour rétablir la confiance, il faut des dialogues publics, des débats télévisés, des échanges directs entre chercheurs africains et partenaires internationaux. La transparence n'est pas un luxe, c'est une condition de paix sociale. Le professeur Nyamsi insiste sur la notion de plan caché. Ce mot fait peur, mais il faut le décoder. Dans beaucoup de discours politiques et intellectuels africains, cette idée revient. Celle d'une organisation mondiale qui contrôlerait la destinée du continent. C'est une vision qui naît souvent du sentiment d'impuissance. Pourtant, il existe une autre lecture possible, celle d'un monde interconnecté où les rapports de force sont réels, mais où chaque région peut, si elle s'en donne les moyens, reprendre la main. La fatalité n'est pas une loi. Les peuples africains ont démontré à maintes reprises leur capacité à résister, à innover, à renaître. Aujourd'hui, ce combat n'est plus militaire, il est intellectuel, économique et culturel. Il ne s'agit plus de chasser un colon extérieur, mais de reconquérir la maîtrise de la pensée et des décisions. C'est ce que Franklin Nyamsi exprime à sa manière, souvent avec fougue, parfois avec excès, mais avec une intention claire, réveiller les consciences. Cependant, l'efficacité d'un tel message dépend de la justesse du ton. L'émotion seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'éléments concrets, de chiffres, d'études, de faits. C'est ainsi qu'un discours gagne en puissance et en crédibilité. La jeunesse africaine, ultra connectée, a aujourd'hui accès à toutes les informations du monde. Elle peut vérifier, comparer, croiser les données. Elle peut déjouer la désinformation, qu'elle vienne d'ailleurs ou de l'intérieur. Le vrai défi, c'est donc l'éducation critique. Non pas l'éducation scolaire uniquement, mais celle de l'esprit. Apprendre à douter intelligemment, à questionner sans rejeter, à analyser sans dénigrer. C'est cette attitude qui construira une Afrique lucide, confiante et respectée. Les grandes puissances économiques du monde ne sont pas des ennemis par nature. Elles défendent leurs intérêts, comme tout pays ou toute organisation le fait. La question est, l'Afrique défend-elle les siens avec la même énergie? Trop souvent,
Les décisions africaines sont influencées par des promesses d'aide, de financement, de partenariat. Il faut désormais passer à une logique de coopération équilibrée, pas de dépendance permanente. Cela implique aussi une nouvelle génération de dirigeants. Des hommes et des femmes capables de dire non quand il le faut, capables de négocier avec fermeté mais respect, capables d'imposer une vision africaine du développement. Une vision qui place la dignité humaine au centre, pas les intérêts extérieurs. C'est ce que Nyamsi, au fond, appelle de ses vœux, une Afrique debout, lucide, instruite, qui ne se laisse plus diriger par des promesses ou des illusions. Mais pour y parvenir, le continent doit d'abord régler ses propres contradictions internes. La corruption, la mauvaise gouvernance, le manque de confiance entre citoyens et institutions. Tant que ces failles existeront, elles serviront de porte d'entrée aux influences extérieures. Il faut donc parler d'unité. Pas seulement d'unité politique, mais d'unité morale et intellectuelle. Que chaque Africain, où qu'il soit, comprenne que son destin est lié à celui des autres. Que chaque critique, chaque débat, chaque projet vise à élever la conscience collective. C'est ainsi que le continent retrouvera son pouvoir. L'Afrique ne doit plus subir les plans des autres. Elle doit écrire les siens. Des plans de santé, d'éducation, de recherche, d'innovation. Des programmes nés de la réalité africaine, pas de modèles importés. C'est le sens profond du message de vigilance que porte Franklin Nyamsi. Un appel à l'autonomie, à la dignité, à la maîtrise du futur.